Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge consacré à des militants bien particuliers, ceux que l'on appelle les zadistes. Zadistes comme ZAD, zone à défendre. Ces activistes ont inventé une nouvelle façon de mener les luttes politiques ou environnementales. Projets d'aéroports, d'autoroutes ou d'enfouissement des déchets nucléaires. Nous les avons suivis à Notre-Dame-des-Landes, à Kolbsheim et à Bure, 3 lieux emblématiques de leur combat. Le film de ce soir propose de mieux les connaître. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est le modèle de société dont ils rêvent? ZAD, une vie à défendre. C'est un film signé Thierry Kubler et Stéphanie Molez. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une ZAD? Qu'est-ce qu'un zadiste? Ah, une ZAD, c'est quoi? Une ZAD... Ah putain, la vache. Au début, ça signifie zone d'aménagement différé. Mais ça a été transformé en zone à défendre par ceux qui, justement, ne veulent pas de l'aménagement privé. Grand projet inutile. Inutile et nuisible à la nature et aux hommes et aux femmes. Pour moi, c'était le Larzac dans les années 70, quand les paysans ont essayé de protéger leurs terres et ils refusaient d'être expulsés pour faire un camp militaire. Une ZAD, c'est une zone à défendre. Un zadiste, c'est la nature qui se défend. C'est celui qui défend la ZAD, qui habite la ZAD. Ce qu'on vit au quotidien, vous avez qu'à venir voir. Non, on se bat pas tous les jours contre les flics, on bosse, on s'amuse, on dort, on mange, on vit quoi. Comment on gère le collectif? Oula, c'est compliqué, au mieux qu'on peut, je dirais. Une ZAD, c'est un besoin. Et un zadiste? Un symptôme. Presque chaque matin, je me lève et je regarde le champ et je me dis putain, on a gagné quoi. Il y a le son des rossignols le soir, il y a le son des renettes qui font l'amour, il n'y a pas l'odeur de kérosine et le son des avions qui décollent. Ouais, à cause du courage des gens, on a arrêté un projet d'infrastructure. Oh putain. Infrastructure. Je peux pas dire ça. Ok. Mais ouais, c'est une chose incroyable quand tu te réveilles et tu dis, ouais, avec toute cette intelligence stratégique et tactique, on a arrêté 50 ans de travail de l'État, quoi. Le gouvernement a pris sa décision. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. L'aéroport de Notre-Dame? Oula, c'était un projet d'au moins 50 ans. La ZAD, ça a duré près de 10 ans. Les premiers zadistes sont installés en 2009. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tous les automnes, il y avait les volontés des ministres de l'Intérieur de venir nous massacrer. Quand même, Vinci, c'est des milliards, c'est l'État, quoi. On n'est pas juste resté ici, on n'a pas juste empêché un aéroport. Ce bocage, on en a pris soin. La ZAD, c'est une chance aussi pour nous, parce que l'aventure collective qui s'y joue, elle a eu le droit à un terrain de jeu qui était très grand, quoi. On a eu 1600 hectares où tu poses les actes de ce que tu penses. Comment on est arrivé ici? En fait, nous, on a vécu une vingtaine d'années à Londres, où on était déjà très impliqués dans les mouvements écolo-libertaires, on peut dire. Moi, j'étais prof à la fac. Voilà, il y avait une espèce de décalage qui nous allait de moins en moins. On avait envie d'une vie où notre activisme et notre quotidien étaient beaucoup plus entremêlés. On a trouvé ici ce qu'on cherchait depuis longtemps. L'abandon de l'aéroport, c'est la partie la plus tangible. Mais je pense que ce que ce mouvement et ce territoire a aussi su faire,
C'est ouvrir un horizon possible à plein de gens qui, je crois, avaient l'impression qu'il y avait peu d'horizons. Les murs, c'est des bottes de paille avec les céréales qu'on a faites ici. La terre, elle vient du Gourbi. Donc l'endroit qui avait été détruit par les flics, on a récupéré de la terre là-bas, on a enduit les murs avec, l'argile, ouais. Les poteaux et les fondations, c'est des poteaux électriques qui servaient de barricade. Ouais. Tout est réutilisable, tout est repris, ça c'est bien. Et le bois de la charpente, il vient de la forêt de Roanne que vous venez de traverser, je crois. Merci, vous aussi. Salut. Gamin, j'étais pressé de bosser parce que je supportais pas le système scolaire, je le trouvais mal pensé, trop obligeant. Et quand je me suis mis à bosser, j'ai compris que c'était une catastrophe en fait, humainement. Que tout le monde était content pour moi, que j'ai un CDI, que je puisse avoir un impact et tout. Mais en fait, moi j'avais l'impression de m'engager dans une longue prison. La société telle qu'elle est pensée aujourd'hui, elle ne rend pas hommage aux gens qui mettent plein d'énergie pour la faire tourner. Elle est bien contente d'avoir ce vivier de chômeurs prêts à prendre tous les emplois de merde parce qu'ils sont trop en galère et puis en plus de nous faire sentir comme des merdes quand on est au RSA ou chômeur. Si j'avais pas vraiment de mots, je voyais bien que c'était pas naturel, que c'était injuste, que c'était dégueulasse. Pas longtemps après, il y a eu le mouvement du printemps arabe là, Tunisie et tout, Maroc, et j'en passe. Et moi je regardais ça de ma télé en me disant mais punaise, ces gens ils sont en train de se battre contre des vraies dictatures pendant que nous on se fait arnaquer par des fausses démocraties. C'est quand même grave qu'on fasse rien, qu'on soit pas nous aussi dans la rue pour renverser pour proposer autre chose, pour pousser les murs, là, les carcans, les obligations et avoir plus de marge de manœuvre. Moi, je suis arrivé ici en 2014. J'ai vu que j'étais pas tout seul dans mon constat, que j'étais pas cinglé. Il y a plein de gens qui font ce même constat. Et donc, d'en voir une partie réunie ici, prête à construire et à défendre, forcément, je me suis dit, mais là, il se passe quelque chose de fort. Un autre monde est possible, d'autres mondes sont possibles, et j'essaye d'en faire un. Avec tout le monde, quoi, je suis pas, tu vois. Et puis le monde que je suis en train de faire, c'est pas mon monde, c'est notre monde avec les gens qui viennent le créer, quoi. Moi, j'aimerais que la lutte victorieuse du projet contre l'aéroport, ça soit une base pour arracher plus, quoi. Parce qu'il ne suffit pas juste d'enlever les avions dans le monde et puis tout va bien tourner. En fait, il y a plein de choses qu'il faut changer, quoi. Et moi, j'ai pas envie de me taire parce que ça y est, on a eu notre victoire. Tous les politiques nous rabâchent sans cesse qu'il faut changer parce qu'on va droit dans le mur, machin bidule et tout ça. Mais en fait, c'est que du blabla tout le temps. Et en fait, les gens qui font, c'est des gens comme nous. C'est pas juste s'occuper de sa petite pomme et dire regardez, je suis un bon colibri, c'est super, je suis en train de faire la révolution parce que j'ai mis des toilettes sèches et puis du bouffe bio, quoi. Parce que pour moi c'était évident que il y a des choses qui sont à mener de front de pair et c'est ce que j'ai réussi à trouver ici que j'ai pas encore trouvé ailleurs. J'étais passée ici en 2012, pour moi ça avait été une espèce de révélation de tout ce que j'aimais de la vie en squat à Paris et puis la possibilité de tout inventer en milieu rural avec des activités agricoles et tout ça, quoi. Forcément, ce que j'ai trouvé ici, ça prenait une dimension, une ampleur qui était, à mon avis, complètement inédite. On a arraché beaucoup de terre, on n'a pas fini d'arracher encore beaucoup de terre. On a dû bâtir, on est nombreux, on a une habitude de s'organiser ensemble, on a des liens avec des milliers, des dizaines de milliers de gens. Et en fait, on n'a pas fini d'être un caillou dans la godasse. Ah, Julie, il y a des poussins! Des poussins! Des poussins! Des poussins! À tout à l'heure!
Moi avant j'étais genre dans les jeux vidéo. Tout mon temps libre c'était jeux vidéo. Je travaillais, j'avais pas de sortie, j'avais pas vraiment de loisirs en dehors. On vit pas quoi, on survit. Puis à un moment j'ai dit bon bah c'est juste pas possible en fait de jouer au jeu toute sa vie pour fuir la réalité qu'on n'aime pas. Et puis je me suis dit bah je vais partir en voyage et je vais essayer de construire une vie qui est intéressante, qu'on n'ait pas besoin de fuir. Moi je suis parti en fourgon et puis bah forcément on rencontre des gens et puis bah ces gens-là ils ont déjà voyagé donc ils se retrouvent dans des ZAD, ils disent tiens bah viens nous voir c'est sympa. Et puis quand je suis arrivé ici bah forcément j'ai trouvé ce qu'il me fallait quoi. Moi là-bas je suis venu juste pour le côté vivre ensemble et voilà le côté comment on crée le monde de demain. Et puis en fait bah, on se rend compte que pour créer le monde de demain il faut déjà empêcher les gens de tout massacrer parce que sinon il n'y aura plus rien pour créer quoi que ce soit. Le GCO, ça veut dire le Grand Contournement Ouest. C'est une autoroute qui doit être construite à 15 km de Strasbourg en massacrant 350 hectares de forêt. C'est un couloir nord-sud européen pour les poids lourds. Quand Notre-Dame-des-Landes a été abandonnée, miraculeusement, le CGO est ressorti des cartons. Voilà, et ça a été attribué à Vinci, tout simplement. C'est une demande des Colpia et moi qu'il y ait une ZAD qui se constitue. C'est la première fois qu'on voit une ZAD où il y a un lien comme ça avec les villageois et où il y a un soutien. Le 10 septembre 2018, les gendarmes sont arrivés pour évacuer le bois et les gens sont descendus en masse pour défendre la forêt, mais aussi défendre leur ZAD, le petit bout d'utopie qui existait. Et puis alors, j'avais les CRS sur mes talons. Je pouvais presque plus marcher, mon Dieu. Je me suis dit comment je vais arriver à monter encore la côte. Écoutez, je ne savais pas si j'étais encore en France. De la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Donc la forêt a été complètement rasée avant que les recours en justice ne puissent avoir lieu. Après la ZAD a été obligée de se déplacer. On s'est replié du coup sur deux autres lieux, le spot et le verger. T'avais choisi ce métier pour protéger les gens. Pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? C'est vrai que quand tu repenses à la vie qu'on avait en bas, c'est pas du tout pareil qu'ici. Bon allez là, arrête tes conneries Aurane. Bon allez on va reprendre parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Du coup la vie dans la forêt, on était des petits lutins de la forêt quoi, t'étais au contact des animaux tout le temps, on avait les chèvres, on avait les poules en liberté. Bah t'étais dans ton petit cocon quoi, parce que t'étais entouré de tous les arbres, de tout. C'était vraiment un petit paradis féerique quoi, c'était bien. C'est pas comme là avec la route juste à côté quoi, c'est clairement plus pareil mais bon. Les zadistes ont toujours eu la clé de la salle paroissiale dans laquelle ils viennent chercher de l'eau, chercher de l'électricité, où ils viennent aux toilettes, etc. Donc des choses très très pratiques. Suivant. On finit le bidon. Non, mais bordel, arrête. J'aime bien la serpillière. T'as de la chance mon gars. Et ma canaille. Avec sous partout, propreté nulle part. Hein. Non. C'est la piscine. Oh merde. Bon, les femmes qui font le ménage. Hein.
Mon Dieu. Rexo, viens ici. Tu veux pas faire Rexo, le ménage viens à ici. sa place, Baptiste? Rexo, viens ici. Je te dis quoi? Juste pour pas qu'il m'énerve. Je sais pas faire. Mais si, fais-le, vas-y, mais apprends-lui, Jade. Allez. Allez, Baptiste. Non, et Rexo, viens ici. Rexo. Il a un style Baptiste pour faire ça. Rexo. Non, Rexo, doucement. Je peux pas jouer avec, elle est trop petite. Non, Rexo, on va jouer après. Vu mes idées par rapport à l'écologie, par rapport à la politique et tout, je vois pas d'autre solution que d'être ici et de militer ici au quotidien. En fait, tout le reste c'était pas assez. J'ai eu plein d'expériences professionnelles dans le milieu associatif, dans l'enseignement, mais c'était, je sais pas, il manquait toujours quelque chose. Mais ouais, moi je suis intimement convaincue que c'est possible, qu'on peut vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec les autres. Je pense qu'on est vachement conditionné par la société dans laquelle on vit et que c'est juste des représentations délirantes du siècle des Lumières aussi, avec la science au-dessus de tout. Et c'était vraiment l'idée aussi de dominer la nature et de la mettre à son service. Et c'est d'ailleurs ce qu'on entend là, c'est voilà, le viol de la terre. En plus, l'endroit où ils sont en train de percer dans la colline, c'était des anciens vergers. Quand ils ont coupé la forêt, c'était plein de fruits. Enfin, ils ont tout broyé, quoi. On a des vergers qui produisent ici. On les rase, on fait une autoroute et on fait venir des fruits de Pologne ou d'Espagne. Et voilà. Ok. Parce que ça coûte moins cher. Ah oui, ça coûte moins cher. Okay. Logique. Et que ça rapporte de l'argent à Vinci. Surtout ça. Ce qui unit un peu, peut-être, à minima, c'est le truc de faire sécession, c'est une sorte de refus. C'est refuser la réalité telle qu'on nous la présente. Refuser les vérités édictées par les dominants. Ça, peut-être, c'est ce qui unit, en fait. On veut pas vivre dans cette société. Faire sécession. Comme un besoin d'amour, de liberté, de solidarité, dans la grise torpeur des études supérieures parmi les élites. Faire sécession. Ne plus accepter leur vie dorée pleine de sang. Besoin et envie de sens. Besoin et envie de sens, désir de puissance et peur de l'impuissance. La table se renverse dans ma tête, mon cœur, mon existence. Printemps 2016, après tant d'étonnements, viennent des bouts de réponse. Babylon will down. L'idéal loin devant, le monde loin derrière, des mouvements incessants. Repousser les barrières, parcourir les forêts, tisser des nœuds comme des balises, revenir et montrer les merveilles, détruire les engins de mort, alors peut-être accepter la mienne de mort. Des fragments d'illusions, de fantasmes et de rêves, des envies concrètes et une volonté en colère. Et donc Bure. Bure, c'est un village. 82 habitants. C'est surtout un site où l'ANDRA veut enterrer les déchets hautement radioactifs qu'on produit avec nos centrales nucléaires. Alors l'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Si ça se fait, ce sera 99,9% de la radioactivité produite et à produire qui sera enterrée au même endroit. En 97, c'est donc la gauche plurielle qui a été élue, avec Lionel Jospin, Premier ministre, Dominique Voynet, ministre de l'écologie, et là on a repris espoir. Et donc on a été reçu par deux conseillers, un conseiller en environnement et un conseiller en énergie, mais Lionel Jospin lui-même non bien sûr, mais enfin c'était déjà pas mal.
Et donc le collègue qui était avec moi a commencé à exposer nos arguments et ça n'a pas duré 3 minutes. La dame qui était en face de lui, la conseillère, a levé la main, elle lui a dit écoutez, arrêtez, vos arguments on les connaît et ce sont de bons arguments. Et je vais même vous dire mieux, Lionel Jospin est d'accord avec vous, lui aussi, on en a discuté avant la réunion et voilà, il est d'accord. Alors je dis, alors madame, alors c'est bien, on va pas avoir l'enfouissement à Bure. Elle dit, ah si. Nous, on a chaque jour, Cogema, Framatome, on les a chaque jour à notre porte parce qu'ils veulent le trou de Bure. Et puis, il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé. Dans le gouvernement, il y a des gens comme M. Strauss-Kahn, comme M. Fabius, qui sont très liés aux industriels du nucléaire, qui font pression aussi sur Lionel Jospin pour qu'il maintienne ce projet. Donc désolé de vous le dire, mais aujourd'hui, M. Jospin, il n'a pas le rapport de force pour arrêter ça. Alors là, je la regarde et puis je lui dis, mais alors, attendez, là, vous êtes en train de nous dire que M. Jospin, Premier ministre de la France, il va donner son accord à un projet dont il réprouve les conséquences pour l'humanité? Et cette dame me regarde dans les yeux, elle enlève ses lunettes et elle me dit, oui. Je dis, c'est pas possible. Je dis, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, rien. Je dis, allez. Si, elle réfléchit, puis elle dit si, elle met ses mains comme une balance, comme ça, elle dit écoutez, vous nous mettez 10 000 personnes dans la rue, et puis là, on peut commencer à discuter. Alors, je dis madame, comment voulez-vous qu'on vous mette 10 000 personnes dans la rue en Meuse? Elle me dit, c'est bien pour ça que la Meuse a été choisie. Moi qui étais à l'époque un républicain bon teint, qui croyait encore à la générosité possible des politiques, en particulier des plus progressistes, qui croyait en la force des idées, en la valeur des raisonnements, j'ai compris, c'est au plus haut niveau de l'État qu'on m'a expliqué que tout cela ne comptait pas, en fait, qu'on avait beau avoir raison, ça servait à rien, et qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'était le rapport de force. Nous sommes super heureux de vous accueillir ici dans le bois libéré de Mandres-en-Barrois. Depuis juin 2016, il est au cœur battant de la lutte à Bure. On a tenu le Bois-le-Juc pendant un temps, parce que c'est là que les débuts des travaux vont se faire. Des militants venus de partout ont décidé de passer à l'action, construire des cabanes dans les arbres, de faire des barricades et d'empêcher l'avancée des engins de chantier. On n'a pas réussi à le tenir de vitam aeternam. Il y avait je ne sais plus combien de centaines de gendarmes mobiles qui sont venus pour déloger une poignée d'opposants. Puis depuis, c'est les flics qui occupent la forêt. On ne peut plus entrer. Alors oui, que faire à Bure? La résistance, elle s'organise tout alentour, dans tout le département et même au-delà. Il y a des gens qui viennent s'installer, qui réfléchissent à des modes de vie alternatifs, qui se fédèrent. Cette lutte n'est pas morte. Elle est juste un petit peu plus disséminée, mais c'est peut-être pas un mal. Eh bien, le fait qu'on soit un peu partout, ça aide justement à parler aux gens, à entretenir l'opposition à Bure. Et cette opposition, elle est dans les têtes. On n'occupe pas de terrain, vraiment. Il y a des lieux qui ont été ouverts avec de la thune qui a été rassemblée, collectivisée, mutualisée. J'aime bien me balader entre les lieux. La gare, la franchise, la maison, les autres habitations des personnes qui se sont installées, qui sont en sympathie avec la lutte ou dans la lutte. Il y a des personnes qui ont été nomades pendant un temps et qui disent « Ok, j'ai envie de me poser. Où est-ce que je me pose? Ah, me poser en Meuse, ça a du sens. Je m'inscris dans la durée. » Je pense que le choix d'installation découle plutôt d'un parcours, d'une envie, et une envie d'aventure, quoi. De se dire, on vient faire des choses ici parce que y a tout à faire. En soi, être 4 pélos dans un petit coin, faire ses légumes, avoir des postures anticapitalistes et radicales, si t'es tout seul, c'est rien pour l'État. En fait, ils t'envoient les flics tous les jours devant chez toi et puis tu vois, les choses elles vont se limiter à ça, quoi. Mais quand tu commences à sensibiliser des gens, à apporter un prisme de vision différente, une idée différente, à ce moment-là, oui, ça a du sens, quoi.
J'ai l'impression qu'on a cassé la résignation qu'il pouvait y avoir chez plein de personnes. Et que ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever malgré toute la répression. Parce qu'on a ancré cette graine qui, dans la tête de voisins, d'amis, enfin de gens sur le territoire, de dire que c'était possible que l'Andra ne réussisse pas son projet CIGEO ici, quoi, ni ailleurs. Nous voulons devenir un point de ralliement contre la poubelle nucléaire. Un espace de convergence contre toutes celles et ceux qui veulent mettre au pas nos existences, au nom du fric, du contrôle social ou des frontières. Nous voulons faire de Bure un lieu désirable où il fait bon vivre et s'organiser. Là où l'Andra a mise sur 150 ans de nettoyage par le vide. On est là, on s'interpose face à la machine, et en espérant que derrière cette machine, il y a encore quelqu'un qui puisse l'arrêter. C'est un projet qui déroule, c'est une machine qui avance. Voilà. Pour ainsi dire, il n'y a plus de pilote. C'est comme inéluctable. Donc l'État participe à ça dans cette idée que on n'arrête pas le progrès. Voilà. Et on n'arrête pas le progrès de la destruction. Voilà. Donc et que faire quand on est justement ce qui va être détruit. La base de l'écologie, c'est la diversité. Chaque élément, chaque espèce dans un écosystème apprend, à travers des relations avec les autres, à habiter mieux son territoire. C'est comme ça que l'écologie marche, et c'est comme ça que les meilleures luttes marchent, en fait. Nous, on ne cherche pas la bagarre, on vient simplement défendre notre droit. Nous sommes des paysans et on veut continuer à rester paysans. On est rejetés comme des malpropres. On l'a cultivé, cette terre-là. Ma famille est là depuis 1838, monsieur. Reculez, monsieur. Monsieur, reculez, on utilise le gaz. Vous ne pouvez pas nous avancer, monsieur. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Monsieur, avancez. Les copains, on les aide. Ce sont nos enfants. Souvent, dans les luttes, c'est les armes qui sont les plus belles et les plus fortes qui sont les plus dangereuses et les plus difficiles. Et la beauté de la ZAD, c'est qu'en fait, il y avait une diversité extraordinaire. Dans les assemblées des mouvements, tu avais des paysans qui sont en vache laitier avec des véganes qui refusent toute domination des animaux. Tu as des anarchistes qui refusent l'État, qui bossent avec des gens qui étaient élus. Tu as des communistes libertaires qui pensent qu'il faut avoir des machines, qui bossent avec des anti-industriels, qui pensent qu'il faut utiliser aucune technologie. Des vieux du coin qui n'ont jamais fait la politique avant, avec des gens qui ont 30 ans de politique derrière eux. T'as tout en fait. Par contre, de gérer ce mélange est très très compliqué. Donc il y avait toujours des moments de crise dans la lutte. Les gens se fritaient autour des stratégies, des tactiques, etc. Mais on se tenait ensemble, chaque fois. On se tenait ensemble à travers des crises incroyables. Waouh, faut voir l'énergie que certaines ont mis à faire les allers-retours pour trouver l'espèce de truc juste qu'on va réussir à faire en termes d'action, par exemple, parce que le tout c'était de pas se paralyser les uns les autres en fait, Des fois, les divergences d'opinion, elles se jouent entre des individus, des fois elles se jouent entre des groupes d'habitants, des fois elles se jouent entre
différentes composantes, à l'intérieur de différentes composantes. Enfin, il n'y a pas une géométrie qui se reproduisait de façon systématique, et heureusement. Comment on fait pour se mettre d'accord? Je sais pas, on y passe des heures. On essaye de comprendre les autres sans aveuglement, même quand on s'aime pas. Ça, on n'y arrive pas tout le temps, on essaye, c'est pas facile. C'est très compliqué d'être à une centaine ou 200, prendre des décisions ensemble, c'est très énergivore et c'est très... Et moi, c'est des trucs que j'ai du mal à faire, quoi. Moi, je suis arrivé sur zone un peu comme un enfant qui n'avait pas découvert grand-chose. Du coup, moi, j'ai le sentiment d'avoir grandi avec ces questions de conflictualité en interne et choses comme ça. Du coup, j'avais pas forcément l'aplomb ou le recul pour avoir des positions tranchées, pour me dire non, en fait, c'est comme ça que je vois les choses et tout ça. On n'a jamais eu... très peu de personnes, mais la grande partie, on n'a pas eu l'éducation de prendre des décisions collectives. Dans le schéma de l'école, machin bidule, il y a le professeur, on ne sait pas trop faire ça. On ne s'est jamais retrouvé à voter, à main levée ou choses comme ça. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. C'est toujours en discutant, et puis argumentaire contre argumentaire, et puis au final, il y a quelqu'un qui va dire, bon, est-ce que tout le monde est d'accord ? Et puis si personne dit, ah ben moi je suis vraiment pas d'accord, je mets mon veto, machin bidule, ben dans ces cas-là, ça veut dire que ça passe, quoi. Et ça marche. Parfois ça bloque. Hein. Parfois ça bloque pour des broutilles, alors c'est pas très grave, et puis parfois ça bloque pour des choses qui sont quand même beaucoup plus compliquées, et puis du coup il y a des points de crispation qui naissent, et puis parfois ça arrive qu'il y ait des inamitiés qui apparaissent, et puis voilà. Là, à Bure, il y a eu tellement de tensions internes à propos justement de la notion de collectif, de la notion de décision commune. Jusqu'où elle va, cette décision commune? Si on décide un truc un jour, est-ce qu'on s'y tient 3 mois après, quand les personnes ont bougé, ont changé? Ça pose énormément de questions et de problèmes. Il faut arrêter de réfléchir en termes de stratégie tout le temps. Il faut commencer par poser nos envies, poser mon envie, exprimer mon envie. Moi, je sais ce que je veux. Je sais pas quelle va être la stratégie pertinente. Je crois que je m'en fiche. Mais après aussi, les stratégies, en fait, elles se dessinent avec le rapport de force. Elles se dessinent avec les volontés qui sont là. Et en fait, c'est aussi ce truc assez puissant de se dire que si on fait par nous-mêmes, en écoutant nos envies, en refusant les injonctions, en refusant l'autorité, les autorités, on est amené à produire des choses qui, du coup, de fait, échappent au contrôle, donc qui deviennent stratégiques. Y'a pas quelqu'un qui veut m'aider à aller chercher de la paille? Vous pouvez prendre ma voiture si vous avez le permis. C'est quelle heure les copains? Si on se donne des règles pour vivre tous ensemble, pas vraiment. En fait, je crois qu'on fonctionne plus sur des règles qui sont implicites. Après, ça arrive qu'il y ait des conflits, mais on essaye de les régler au fur et à mesure. Et tout le monde est assez libre d'actionner comme il l'entend et de fonctionner par petits groupes affinitaires. Des fois, il se passe des choses où je suis pas du tout au courant. C'est peut-être des gens de chez nous, peut-être pas. Et... Total. On sait qu'il passe en dessous de ce portail-là. Rexou, non. Rexou, viens ici, mon grand. C'est pas tellement prendre des décisions qui pose problème ici. Je dirais qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choses sur lesquelles on est tous d'accord. Après, c'est plus qui le fait, l'application, l'exécution, en fait, qui est un peu plus compliquée, mais... J'ai pas mal d'expériences de colocation, de choses comme ça. Les tableaux où on note telle semaine, telle personne doit faire ça, ça marche jamais. Eh Pete, ce matin j'ouvre le poulailler, il y avait déjà un œuf. Ouais, je crois que c'est ici que je suis le plus heureuse. Ouais.
Tout ce que je fais ici, c'est mes choix. Se voir entre voisins pour cultiver un jardin, le soir même se voir pour réunionner sur l'organisation d'un événement XY, le lendemain aller manifester ensemble pour faire entendre notre voix face à l'aéroport, le surlendemain monter une bibliothèque, j'en sais rien, enfin il y a plein de choses. T'as à peine fini un truc, il y en a un autre qui commence, comme je disais, on va mettre en place pendant un mois un gros événement, puis ensuite il va falloir le tenir cet événement, et puis laver derrière, ranger, et puis ensuite tout de suite faire, allez c'est les jardins, c'est les foins, il faut aller soulever de la botte de paille toute la journée pour pouvoir nourrir les vaches toute l'année, et puis ensuite il faut aller refaire les clôtures là-bas, il faut aider, et puis il faut dessiner un logo, parce qu'on lance il faudrait un logo, hop, et en fait t'arrêtes pas une minute, mais c'est pas une obligation. Si aujourd'hui, si maintenant j'ai envie de me lever, de me barrer, je le fais, je me barre. Si ça va rien changer à ma paye, j'en ai pas. On essaie de trier, genre si tu fais une cagette de légumes, tu mets que des légumes. Ouais. Une cagette de pain. Le pain, il y en a un peu dans le sac là, mais ouais. Ils sont déjà assez durs les baguettes. J'ai Non, les baguettes là sont d'accord. Elles sont magnifiques les tomates. Fromage, c'est où Moi j'ai pas fait de trucs spéciaux. Ah oui. Des trucs faciles à enlever, t'enlèves l'emballage, hein, ça fait pas de moi. C'est quoi, des moucheries? Ouais. J'ai encore jamais vu ça. Légumes, pâtisserie, on a ce qu'il faut. Ouais. Le reste, on a. Il y a encore plein de trucs, mais je suis trop petit. Il n'y a plus de place. Cette année, j'ai appris à vivre avec peu d'argent. Je vis avec, je sais pas moi, grosso modo, je vis avec 250 € par mois ou 300 € par mois. Ça fonctionne parce qu'ici, il n'y a pas de loyer à payer, qu'on mutualise l'argent pour la bouffe. Concrètement, tu viens sur la zone, t'as à bouffer, t'as accès à des couvertures et des pieux, t'as accès à des ressources en fait. Le but de mutualiser et de s'organiser collectivement, c'est que précisément ça soit accessible à des personnes qui n'ont pas de thunes. Et il n'y a pas de contrepartie exigée. C'est mettre à disposition ce que tu as, dans la mesure de tes envies et de ta volonté, et avoir accès à ce dont tu as besoin. C'est le fameux de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, de chacun selon sa volonté, à chacun selon son envie. Ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir à manger. Soit j'avais mal géré mon approvisionnement, auquel cas je faisais 300 mètres, j'allais manger chez des voisins, tout comme ils pouvaient le faire en retour. Soit, je sais pas, de toute façon ça circule quoi, la nourriture, les habits c'est pareil, on a mis en place des free shops. Quand t'en as marre de tes habits, tu les laves, tu les mets dedans. Quand t'en veux des nouveaux, tu vas dedans, tu te sers et ça tourne. Si je tombe malade, on est dans un beau pays, il y a la CMU, hein, grâce à des acquis sociaux qu'il faut défendre d'ailleurs. Évidemment la vie a un coût, évidemment on achète des choses. Évidemment, on va percevoir nos salaires quand on bosse ou le RSA quand on bosse pas. Mais pour autant, on habite, on se nourrit, on s'habille, on échange de façon beaucoup plus fluide, moins coûteuse. Il est moins question d'argent, c'est moins central en tout cas. Et on n'est pas chacun dans nos individualités, chacun ses impôts, chacun ses salaires, chacun son appart, et puis chacun ses galères. Au final, ici, c'est pas comme ça. Mettre en commun, réellement mettre en commun nos vies. Pas juste être des individus les uns à côté des autres. Là, on est une bande d'une 40aine de personnes en fait, qui s'est extrêmement soudée pendant la lutte, où on a tout un tas de liens qui fait qu'on se projette vraiment sur partager l'argent dans nos vies à cette échelle-là, quoi. On a une caisse qu'on appelle la caisse vie quotidienne, où chacun met entre 30 et 60 balles selon ses moyens. On ne regarde pas qui a mis combien, enfin, on se fait confiance sur comment les gens ils arrivent à mettre des thunes dans cette caisse ou pas. En tout cas, ça se fait pas bien d'être radin ici, je crois. Les copains de la ZAD nous ont montré que c'était possible, c'était faisable, qu'on pouvait vivre autre chose que dans la société avec des crédits, des trucs comme ça, quoi.
Parce qu'on était quand même en plein dedans, Christian et moi, on n'avait pas beaucoup d'argent, on s'était endettés et tout. Maintenant, j'ai plus de dettes, j'ai pas de découvert, j'ai rien, mais on est riche parce que si on consomme pas ce qu'on veut te faire consommer, ce que l'État veut te faire consommer, t'as pas de problème. Hein. Ça fait 22 ans que je suis là, ouais. On a été locataire d'un propriétaire privé qui a vendu à l'État en disant que la maison était vide. On était considérés comme squatteurs, donc il nous donnait 3 mois pour partir. Nous, tout seuls, on s'est dit, on va se faire laminer dès que les flics vont venir et tout. Donc, les camarades de la ZAD ont dit, ben écoute, on a envie de reconstruire quelque chose en dur sur la ZAD pour montrer à l'État qu'on est là pour rester et tout. Si ça t'intéresse, ici c'était une grange qui était en ruine. Si t'es d'accord, on refait une auberge, une vraie auberge, quoi. C'est venu un peu de partout, quoi. D'Angleterre, d'Allemagne, des jeunes, des moins jeunes, plus des militants. Et après, on a développé un peu l'auberge là, de façon bénévole. Tous les vendredis, avec les camarades, on fait un repas. Ça permet de faire un vrai mélange de personnes, des sympathisants, des personnes artisans qui ont beaucoup aidé, qui viennent manger, qui rencontrent d'autres personnes. Enfin, toi, c'est un super outil, quoi. Tous autant qu'on est, moi y compris, et à un moment on a perdu un peu la mesure de la réalité. La mesure du fait qu'on habite un pays qui est parmi les premières puissances mondiales, qui ne va pas laisser une bande de leur regard, une bande de hippies punk tenir un bout de bocage comme ça innocemment. Enfin, forcément qu'ils allaient revenir nous massacrer. Il est temps désormais que l'État soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. En fait, l'État s'en branle un peu s'il y a des manifs, des émeutes, ils peuvent bien gérer ça. Mais s'il y a des gens qui vivent sans l'État pendant 6 ans, c'est ce qu'on a fait ici, là c'est un problème. C'est pour ça qu'ils sont venus dans le printemps pour essayer d'expulser cette zone. C'était rien à voir avec l'état de droit, etc. C'était juste, ils ne peuvent pas avoir un modèle qui montre que c'est possible de vivre sans eux. Obéissance à la loi, dispersez-vous! Toute la puissance militaire qu'ils avaient l'autorisation de déployer sur le territoire national, métropolitain je veux dire, ils l'ont mis en place ici, quoi. Ils n'avaient pas sorti les blindés depuis, je sais plus, 30 ans ou 40 ans. Ils attaquent d'un bord, ils te prennent par surprise en attaquant par derrière. Ils avancent comme ça, ils balancent des milliers de grenades partout, des GLIF-4, des trucs assourdissants, des trucs qui détonnent avec de la TNT et tout ça. Et c'est une machine de guerre, si tu veux, c'est un bulldozer qui avance. Tu tires des branches sur la route en te disant ah, on va les freiner. T'as des sommations et tu sais qu'ils vont pas s'arrêter, ils vont d'un pas lent et décider et ça avance comme ça. Et t'as le nuage de gaz et tu vois la ligne de CRS sortir du nuage de gaz. J'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour les amis. Ils balancent les grenades un peu comme ça, enfin tu te demandes s'il n'y a pas des stagiaires dans le lot, quoi. Ils balancent les trucs boum boum boum, les yeux fermés, les GLIF-4 qui pètent là au milieu de la cour alors que les flics ils sont à 300 mètres, 200 mètres. Incendier la cabane flottante, ça m'a fait chier, tu vois. Une cabane en plein milieu d'un lac comme ça, magnifique et tout ça, et tu vois les flics qui arrivent et qui détruisent comme ça, ils le pètent. Putain, mais merde, quoi. Enfin, ils s'arrêteront jamais, quoi. Et c'est vraiment... on continue tête baissée, quoi. On a beau leur causer pendant 3 semaines à essayer de leur retourner le cerveau. Et non, ils continuent. Boum, 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 boum. Ah, il y en a bien 1 ou 2 qui craquent, tu vois. Hop, il se fait retirer par le gradé qui lui dit hop, tu vas te reposer au camion. Et puis ils t'en remettent un nouveau tout neuf. C'est des mange-merdes.
sais pas si ça passera, mais si tu veux le mettre, tu le mettras, mais... Comment que tu peux faire un métier pareil? Qu'est-ce que tu racontes à tes gosses le soir quand tu as massacré des gens comme moi, comme JP, comme même un zadiste, même un mec... Comment que tu peux expliquer ça, toi? Comment que tu arrives dans ta tête pour de l'argent? Après, il faut bien que tu vis, mais il faut bien que tu vis. On arrive bien à vivre sans pognon, nous. Comment qu'on fait? Ben, si les gens s'organisaient, ils n'auraient pas besoin de flics, hein. Je dis souvent que pas pour la violence, mais sans violence, t'arrives à rien, hein. Contre des gens qui sont violents. Ben oui, tu peux pas... C'est fini maintenant. Il y a, dans les années 60, peut-être, tu t'attachais derrière des... je sais pas quoi, mais maintenant que tu es attaché, l'autre, il te massacre la gueule pareil, hein, il en a rien à branler. Il est 5h43. Début de l'action. Il monte la cabane là. Bon ben voilà, la ZAD se réinstalle sur le chantier du GCO. Première sommation, nous allons faire usage de la non-violence. Troisième sommation, nous allons faire usage de la trame. Le câlin collectif. Oh là là, ils vont commencer à expulser. Il y a les Robocop qui arrivent là. On est non violents. Arrêtez. On n'a rien fait, nous on défend juste la terre. On défend la forêt. On défend notre avenir. On est jeunes. On a de l'espoir, nous. On s'enchaîne. Vite. Tous dans la cabane. Go. Non. Putain. Attention. De la lacry. On peut pas. Ouais, t'en as combien en tout? Les gardes à vue, t'en as combien? 2, 3, 4, 5. Et Sylvia, 5, ça fait 10. La ZAD vivra. La ZAD vaincra. La ZAD vivra. La ZAD vaincra. Comment on va continuer cette lutte? On va pas pouvoir rester ici. Les villageois qui, en voyant le chantier avancer, croient plus trop à la lutte de terrain, parce qu'avec les blocages de chantier, on se faisait dégager très vite. Il y a plein de personnes qui sont parties en garde à vue lors de différents blocages. Et ils ont l'impression que le mode d'action de la ZAD a plus vraiment de sens, pour eux en tout cas. Le fait de plus être vraiment sur le tracé, c'est comme si à leurs yeux on était moins légitime. La ZAD de Kolbsheim, elle a été démantelée à l'été 2019. En juillet, le verger a été évacué. En août, ils ont rasé le spot. La construction de la cabane sur le chantier en avril, c'était notre dernière grosse action. Pour ça, il y en a un qui a pris 4 mois ferme, un autre 2 mois ferme et les autres du sursis et des amendes. Si l'État policier, l'État tout court, le pouvoir bourgeois semble avoir peur face à nous, c'est aussi une manière de ranger les bataillons de la société derrière la classe bourgeoise au pouvoir. Politiquement, ça les aide de créer un ennemi. C'est créer une figure épouvantail. C'est la figure du terroriste zadiste, c'est la figure de l'anarchiste qui veut le chaos. En ce moment, à Bure, il n'y a pas de leader. Et en fait, les policiers nous font marrer quand ils cherchent des leaders. Après, la surveillance est énorme. Oui, c'est rappeler qu'ils sont là, rappeler qu'ils sont plus forts que nous, rappeler qu'ils ont la loi et l'arme avec eux, rappeler qu'ils nous surveillent, rappeler qu'ils nous connaissent. Ils nous empêchent de nous organiser, déjà. Ils savent taper aussi sur les personnes qui portent des choses.
Rapidement, on intériorise le fait d'avoir peur. Bure, c'est devenu l'endroit sensible qu'on connaît parce que les gouvernants, les dirigeants ont très peur de ce qui peut s'y passer. Ils veulent surtout pas d'une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes qui contrarierait un projet de cette importance. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur la répression et sur la militarisation. Allez faire un tour à Bure, vous faites pas 1 kilomètre sans vous faire arrêter par des militaires, par des jeeps, par des gens, par des flics. Il y a tout le temps, il y a des gars en moto qui passent avec des casques psychédéliques pour écouter. Il y a des drones qui survolent, des hélicoptères. On se croirait dans les films de science-fiction, sauf que là c'est vrai. Puis on se demande ce qui protège, quoi. Et pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a pas 1 gramme de déchets radioactifs à Bure. Les autorités publiques se livrent à un harcèlement contre les opposants au site d'enfouissement à Bure. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui date de juin 2019. Un ami a été condamné, je ne sais plus à combien de mois de prison avec sursis parce qu'il avait une pelle à tarte dans son coffre qui a été considérée comme une arme par destination. À Bure, c'est une 50aine de procès ces dernières années. Plus de 10 000 pages de dossiers d'instruction et 26 interdictions de territoire. Le simple fait d'être un militant ou même un habitant opposé au projet vous fait rentrer dans une catégorie de groupuscules obscurs. La criminalisation, c'est aussi salir. Ils ont tapé sur des gens parce qu'il fallait le faire stratégiquement pour casser la lutte à ce moment-là. Alors maintenant, avec la loi sur les regroupements de malfaiteurs en vue d'eux, on peut inculper n'importe qui. En vue d'eux, c'est même plus la peine d'avoir commis un délit. Il suffit d'être soupçonné d'avoir voulu le commettre. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent plus rencontrer leurs amis, sinon c'est directement à la tôle, même pas à dire bonjour. En plus, ces instructions peuvent durer jusqu'à plusieurs années avant d'être jugées. Et pendant tout ce temps, tu as une menace qui pèse sur ta tête et tu peux être soumis à des mesures qui restreignent tes libertés. Est-ce que c'est parce que les gens ont fait quelque chose ou pas? En fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est, est-ce que c'est légitime ou pas de faire des choses? Oui, à certains moments, il y a des personnes qui utilisent des méthodes illégales pour empêcher un projet de destruction, pour s'opposer, pour ne pas se faire écraser. Oui, les gens jettent des pierres sur la police face à un policier qui a un casque, une armure, un gilet pare-balles, un bouclier, et qui face à toi va avoir des grenades, va avoir un flashball, va avoir une arme à feu. Moi, ce qui me touche, c'est l'interdiction d'aller en Meuse. Sachant que j'habite en Haute-Marne, là, mais qu'on est frontière avec la Meuse. La Meuse d'ici, je pense que la plus proche, elle est à 2,4 km, quoi. Il y a un stop à l'entrée du village, il y a 4 routes, et il y a 2 routes sur les 4 qui vont en Meuse. Je suis coupé d'une partie de mes amis, de mes activités sociales, du bar où j'aimais bien aller. Toute une partie de ma vie s'est retrouvée amputée par cette interdiction. Alors oui, tu as la possibilité d'entendre les petits oiseaux et d'avoir de la verdure, mais de pas voir les gens et de pas aller là où tu peux, c'est un enfermement permanent, quoi. Tous les jours, ça me pèse et j'ai l'impression que... je sais pas, je me dis quand est-ce que ça arrêtera quand même. Je pense qu'on se le dit tous, quoi. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations aussi rocambolesques? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir être là? Pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations pareilles? Bah oui, parce qu'en fait l'enjeu il est existentiel, il est extrêmement, enfin il est vital.
j'ai trouvé en tout cas un endroit où je pouvais enfin être libre de rechercher ce que je recherche, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être et comment ce rapport au monde peut être vécu autrement que ce qui semble encore être la forme convenue et probablement redoutable et probablement parfaitement incarnée par l'État nucléaire, d'un rapport au monde très distancié, presque inhumain, quoi. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Fut un temps, on venait, on travaillait la terre, on la semait, on construisait une cabane et on l'habitait. Et on y recevait des gens, et ce, sans avoir à faire des courbettes devant les instances existantes, quoi. Ça, c'est fini. Après, la difficulté, c'est comment on en revient de ça, de plusieurs années de liberté absolue. Ça met une sacrée claque. C'est difficile de l'accepter, en fait, ce changement-là. Mais là, les choses changent. Soit on l'accompagne, ce changement, soit il nous bouffe. Parler de la ZAD au passé, parce que je pense que c'est aussi faire justice à ce que ça a été ici, que de ne pas gommer le fait qu'il y a 40 espaces de vie qui ont été détruits, il y a des gens qui sont partis, beaucoup parce que justement tout l'espace de vie dans lequel ils s'étaient installés a été détruit, et puis aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec le pari qui a été fait, de négocier avec l'État, de rentrer dans une logique de résistance, mais qui ne soit pas uniquement sur le terrain de la confrontation. Voilà, moi je reste absolument persuadée qu'au mois d'avril 2018, ils nous ont fait très fortement, à mon avis très clairement comprendre qu'ils n'allaient pas s'arrêter, que si on ne rentrait pas dans une certaine logique, eux, ils s'arrêteraient pas. Enfin, moi, je suis absolument persuadée qu'ils étaient prêts à tuer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le choix non plus, quoi. Ils sont venus, ils nous ont tout pété, et puis ils ont dit, bah, soit vous signez, soit on finit de tout raser, quoi. Et puis, bah, quand ça fait 6 ans que t'es là, que t'as construit énormément de choses, que ça soit matériel ou même les liens que t'as construits avec les gens et tout ça, tu vas pas le laisser tout tomber parce que t'as des idéaux puristes et je sais pas quoi. Et oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas voulu faire ce choix-là, et il y a des gens qui sont partis, et puis il y a des gens qui ont fait ce pari-là, et qui se sont dit, et j'en fais partie, et on est encore là, et puis voilà. Je veux au moins, je pense en étant ici, avoir une chance que mon existence elle ait du sens et qu'elle ne soit pas pleine d'œillères par rapport à tous les enjeux auxquels on doit faire face. Et pour moi, ça veut dire assumer de faire des grands sauts dans l'inconnu, et les perspectives révolutionnaires de bouleversement total du monde dans lequel on est, elles me font pas peur, elles me rendent enthousiaste, même si c'est de l'incertitude, quoi. Même pas 6 mois après les expulsions à Notre-Dame-des-Landes, où tu as des images de machines qui détruisent les cabanes. Personne n'attendait que des mois plus tard, il y avait des cabanes sur les ronds-points partout en France, et qu'il y avait tout un mouvement très populaire qui parlait à peu près des mêmes choses, de l'auto-organisation, sans chef, sans parti, sans domination, et voilà. Donc, toujours avoir l'espoir dans l'inattendu.
Voilà, Infrarouge, c'est terminé, mais votre soirée documentaire continue tout de suite avec 25 nuances de doc. Très bonne fin de soirée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.